Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. Dimanche 30 avril aura lieu la 3e édition de la journée Fruits en fête à l'usine d'Enel au Gros-Morne. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de l'usine, monsieur Philippe Vourche. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Un petit peu fatigué parce que les derniers préparatifs sont en train de se faire N'est-ce pas? et on veut être prêt pour cette belle journée. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Usine d'Enel, usine Royale, puisque j'ai présenté en tant que d'Enel, vous avez Royal sur votre belle chemise. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que vous êtes Gros-Mornaise? Parce que si vous êtes Oui. Gros-Mornaise, vous allez dire l'usine Royale, parce que c'est vraiment le berceau de ce qui a été l'usine Royale. Mais entre-temps, l'usine Royale a bien grandi, puisque d'autres marques sont venues se regrouper autour de cette belle marque. On a la marque Dormois, on a la marque Montpellier, on a un certain nombre de marques qui sont venues là. Tout à fait. Et en fait, on a des gens qui ont un petit peu émigré du nord ou du sud de la Martinique pour se retrouver au centre. Et donc, pour que tous ces gens-là vivent en bonne harmonie, on a décidé de renommer l'entreprise au nom de Denel. Et le nom de Denel, c'est le nom de l'habitation d'Enel, qui a été en fait le lieu et le point de départ de la culture de l'ananas à la Martinique, puisque en fait, l'usine Royale a été la première conserverie d'ananas de l'île, et que sur les blasons de la ville du Gros-Morne, vous avez toujours un bel ananas qui est là. Le berceau de l'ananas à la Martinique, c'est le Gros-Morne et c'est l'habitation d'Enel du Gros-Morne. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, c'est vrai que vous avez été les pionniers dans la culture d'ananas. L'entreprise a plus de 100 ans. Pourquoi Royal? Alors, Ça vient d'où ce nom? Pourquoi Royal? Parce que, en gros, de 1908-1909 jusqu'à 1932, on envoyait de l'ananas en conserve en métropole et on parlait du bon ananas en conserve de la Martinique. Et puis en 1932, il y a eu du marketing qui est apparu. Et dans le marketing, on s'est dit qu'il fallait qu'on donne un nom à notre produit. Et donc, pourquoi est-ce qu'on donnait ce nom Royal? Parce que l'ananas, on parlait de sa couronne, on parlait du fruit roi, du roi des fruits, du fruit des rois. Et le nom Royal est venu comme ça en 1932. Donc on est né la même année que les Roms naissons, Oui. ce qui est très pratique en fait pour fêter les anniversaires. Très pratique pour faire des cocktails, pour faire Tout une à communion, comme quoi. Hein. Tout à fait. Et c'est quoi 100 ans d'existence? C'est quoi le secret de cette longévité alors? Comment vous tenez autant? 100 ans d'existence autour des fruits tropicaux. Juste avant l'ananas, il y a quand même eu de la canne parce que cette usine était une sucrerie. Après, au moment de la crise du sucre, elle s'est réinventée autour de l'ananas. Au moment de la crise de l'ananas, elle s'est réinventée autour des fruits tels que la goyave, par exemple, qui est aujourd'hui notre fruit principal. Et en fait, quand il a fallu sortir un petit peu de cette dépendance de l'ananas, c'est en démultipliant autour de la goyave un certain nombre de fruits qui ont été transformés, qui ont permis de trouver un nouvel élan, de trouver une nouvelle longévité, et de faire qu'aujourd'hui, la conserve d'ananas, qui est un métier dans lequel on a une concurrence qui est féroce de la part de pays asiatiques ou de pays sud-américains, fait qu'on a un petit peu abandonné cette activité-là pour aller vers des activités un petit peu plus forte valeur ajoutée, donc des jus, des confitures. Au départ, quand il a fallu quitter l'ananas, les jus et les confitures ont été mis dans des boîtes en fer blanc, comme étaient les boîtes d'ananas, et puis après, on a arrêté les boîtes en fer blanc et on est passé dans des bocaux en verre ou dans des briques en carton. Et c'est un petit peu à partir de cette période-là que tout est parti vers les fruits et la transformation des fruits. Donc le succès de l'entreprise, ça a toujours été d'essayer d'avoir un approvisionnement majoritairement local quand c'était possible. Alors bien évidemment, il y a des produits comme on fait qui ne poussent pas ici. Allez voir de la pomme ou du raisin, vous n'aurez jamais de la pomme et du raisin à la Martinique. Par contre, sur les fruits qui pouvaient pousser à la Martinique, on a à chaque fois essayé de créer des filières. Et donc, ça a marché. Il y a des gens qui nous ont suivis. Quand dans les années 80, il y avait des gens qui étaient dans la banane, à qui on a proposé d'aller dans la goyave. Leurs confrères de la banane ont dit « mais vous êtes fous d'aller dans ce métier-là ». Ils y croyaient pas? Ils n'y croyaient pas, il y en a 7 qui y ont cru. Donc les 7 qui y ont cru, ils sont devenus 42 aujourd'hui. Et dans les 42 aujourd'hui, ils seront là dimanche prochain, puisque voilà, on pourra les rencontrer aussi dimanche prochain. Et certains pourront même expliquer pourquoi ils ont cru en nous et nous, on a cru en eux il y a près de 40 ans, quoi. Donc vous avez des cultures sur le site même, mais est-ce que vous travaillez aussi avec des producteurs locaux, des agriculteurs? Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que ça fait partie de... Alors on travaille principalement avec des agriculteurs locaux. On a on va dire une petite surface autour de l'usine. Quand je dis une petite surface, on a une trentaine d'hectares à peu près, ce qui est bien insuffisant par rapport à tous les fruits dont on a besoin. Donc en fait, l'idée c'était d'abord de s'approvisionner auprès d'agriculteurs qu'on essaie de répartir
entre le nord et le sud de la Martinique, de manière à avoir un certain nombre de protections aussi quand on a des aléas climatiques, des cyclones, etc. Et donc de manière à se sécuriser nos approvisionnements en fruits. On travaille avec des agriculteurs qui sont organisés, donc qui sont dans des organisations de producteurs, c'est-à-dire qu'ils s'engagent sur des cahiers des charges, nous on s'engage sur des prix, on s'engage sur des achats de volume en durée, donc on leur donne une vision. Aujourd'hui par exemple, notre principale association qui nous livre les fruits, on s'est engagé sur des prix et sur des volumes pour les 6 prochaines années. Donc sur les 6 prochaines années, ils savent qu'on va leur acheter un certain tonnage de goyaves et de prunes de Cythère à un prix qui a été garanti sur ces années-là. Donc l'idée, c'est de travailler dans une relation de confiance avec eux. Et on va dire qu'aujourd'hui, pour revenir à la question que vous m'avez posée au départ, on a 90% de nos fruits qui viennent de l'extérieur et 10% des fruits qui viennent de chez nous. Quand je dis de l'extérieur, de structures organisées, de structures agricoles organisées à la Martinique. D'accord, toujours en Martinique. Toujours extérieur, mais extérieur à la zone Gros-Morne, Desnelles même. Très bien. Alors, Desnelles, c'est des confitures, des compotes, des purées pays, des jus de fruits et même des infusions. Oui, oui. Alors ça, c'est les nouveaux produits. C'est de nouveaux produits, une nouvelle tendance. C'est aussi comment dirais-je, une orientation qu'on veut donner à cette marque royale en l'amenant, on va dire, vers des produits un petit peu plus sains, vers des produits un petit peu plus orientés. Alors, on a commencé à produire de plus en plus de jus. Quand on dit jus, tout le monde va dire 100% fruits, etc. Pas de sucre ajouté, etc. Donc, il y a une tendance quand même de fond qui est importante. Donc, on essaie de sortir un petit peu de la logique de la boisson et du nectar pour aller vers donc des jus sans sucre ajouté, ou des infusions. Alors des infusions à base de fruits locaux. Donc on avait sorti il y a quelques années une infusion goyave groseille pays. Oui. Et là, on va bientôt sortir une infusion menthe citronnelle. Donc cette infusion menthe citronnelle va arriver sur le marché d'ici 1 mois à peu près. Par contre, on pourra observer dimanche un certain nombre de salariés qui sont prêts à bosser le dimanche et en fait qui vont dimanche faire de l'infusion de citronnelle. Donc ça va bien sentir la citronnelle à Desnelles dimanche. On pourra la goûter ou pas? Et on pourra la goûter, tout à fait. On pourra goûter l'infusion menthe citronnelle, tout à fait. Très bien. Donc Desnelles, c'est une 50aine de salariés à gérer. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce métier? Ça fait déjà près de 15 ans, c'est ça? Plus de 20 ans, pardon, que vous êtes directeur. C'est ça. Pourquoi? Comment vous êtes tombé dedans? Qu'est-ce qui vous pousse à rester toujours directeur? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors, moi j'ai une chance, si vous voulez, c'est que j'aime ce que je fais, c'est que tous les jours quand je vais, j'habite dans le sud de la Martinique, mais quand je monte vers le Gros-Morne, ça me plaît. Voilà, je suis tombé sur des gens qui sont des gens assez extraordinaires, qui sont fiers de leur entreprise, qui est une entreprise qui a eu une histoire qui a été riche, qui a été difficile aussi, et donc j'ai la chance d'appartenir à un groupe qui est le groupe Antiglace, qui possède cette entreprise, qui croit à l'avenir de cette entreprise, qui nous donne les moyens de continuer à avancer. Et donc moi j'étais à un moment dans la partie financière du groupe Antiglace au niveau du siège, et puis il s'est trouvé que mon prédécesseur est parti à la retraite et j'avais des fourmis dans les jambes pour aller sur le terrain plutôt que de donner des conseils. C'était d'essayer de mettre un certain nombre de choses en place. Et puis je suis tombé dans un univers que je ne soupçonnais pas, qui était l'univers de l'agriculture. Et donc, Desnelles avait ce côté, à la fois où vous aviez la production de jus et de confiture, mais aussi toute cette notion de transformation de fruits. Et mes patrons, aujourd'hui, sont assez, se marrent un petit peu de voir la personne qui est arrivée purement financier dans leur groupe il y a 30 ans et qui va finir finalement avec des bottes aux pieds, agriculteur au Gros-Morne sur la fin de sa carrière. C'était pas du tout votre secteur, c'est pas du tout un secteur que vous fréquentiez, même un petit peu. Pas du tout. Mon père qui était agriculteur, qui adorait l'agriculture en Bretagne, se retournerait 15 fois dans sa tombe aujourd'hui s'il imaginait que j'aurais pu trouver un grand plaisir à faire de l'agriculture ou être dans l'agriculture. Okay. Mais voilà, j'ai rencontré des gens extraordinaires, une entreprise qui est extraordinaire, qui avait une histoire qui était une histoire d'une richesse phénoménale et sur lesquelles on est au Gros-Morne dans un écrin de verdure sur lequel on peut faire quelque chose de magnifique. J'ai eu la chance d'être dans un groupe qui a décidé de me donner un certain nombre de moyens pour faire quelque chose de magnifique et on a, je pense, fait quelque chose qui mérite le détour. Très bien. Et c'est aussi un groupe qui a des grandes valeurs autour du respect de l'environnement. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors je vais être très franc avec vous. Je suis d'une génération qui n'était pas forcément celle d'aujourd'hui. Et j'ai eu la chance, en fait, d'embaucher un certain nombre de jeunes qui ont réussi à me faire passer leurs convictions et
quand on a essayé à un moment d'orienter la politique de l'entreprise, on l'a orienté vers ces valeurs de respect de tout ce qui nous entourait. Donc, quand on a décidé de remettre un petit peu en valeur toute la partie agricole du site, on n'a fait que de l'agriculture bio ou que de l'agriculture en haute valeur environnementale. Alors, haute valeur environnementale, c'était spécifiquement pour l'ananas, parce que l'ananas, on ne met qu'un seul produit sur l'ananas, qui est de l'éthylène, pour féconder l'ananas. Oui. Tout le reste, tous les autres fruits qui sont cultivés sur les 30 à 40 hectares de terre qu'on a autour, c'est du bio. Il n'y a pas un produit, chimique. Donc ça a été la notion d'agriculture. On respecte notre terre, celle qui est à côté. La deuxième notion, ça a été de se dire comment on peut fonctionner en gaspillant le moins possible. Et donc, on a imaginé, par exemple, sur la transformation de fruits, quand on récolte un fruit, quand on le transforme, on va prendre un exemple d'une mangue, par exemple, ou d'un ananas, il y a des noyaux, il y a de la peau que vous n'utilisez pas, il y a la pulpe que vous gardez, et en fait, ces déchets, plutôt que de les envoyer en centre de valorisation des déchets, on a créé notre propre zone de compost dans lequel, en fait, on est en train de les faire pourrir. Et une fois qu'ils sont suffisamment bien pourris et qu'ils sont passés à l'état de compost, eh ben, on les remet dans nos champs bio. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on nous amène un fruit, il y a une partie qui va aller en pulpe, qui va rentrer comme ingrédient des jus et confitures, et l'autre partie, en morceaux ou autre, qui va en fait pourrir et servir à refaire de nouveaux fruits dans un cycle vertueux biologique. Ça, c'était pour les fruits. Donc, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd. Après, ce qui s'est passé aussi, c'était qu'on a une station d'épuration. On avait une station d'épuration qui nous sert en fait on nettoie nos tuyaux. Avant chaque production, après chaque production, on nettoie les tuyaux. Et là, vous avez des eaux un petit peu sales qui ont été nettoyées, les tuyaux. Ça arrive dans des bassins. Et jusqu'à il y a 3 ans, on avait donc des bassins qui utilisaient un traitement un traitement des eaux usées qui faisait qu'on consommait de l'électricité, on consommait de l'eau, on consommait des flocculants pour rejeter une eau propre dans la rivière. Aujourd'hui, on a supprimé tout ça et aujourd'hui, c'est simplement des oiseaux du paradis qui font le travail. Donc, on envoie en fait nos eaux sales dans des bassins dans lesquels vous avez des oiseaux du paradis à travers un système de filtration des oiseaux du paradis de manière purement mécanique. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, c'est simplement le travail de la nature qui fait. On a une eau propre. Alors, quand je dis propre, elle n'est pas potable. Elle est propre, oui, mais elle est renvoyée dans la rivière ou renvoyée dans nos systèmes d'irrigation quand on veut irriguer les terres. Après, on s'est dit aussi, et ça c'était bien avant qu'on nous fasse des misères avec la guerre en Ukraine et que les coûts de l'énergie augmentent de manière très importante, oui, mais on s'est dit, on a des surfaces de toiture un petit peu partout. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas du solaire? Au Gros Morne, il pleut souvent, mais il y a aussi beaucoup de soleil. Tout à fait. Il y a beaucoup de soleil, avec des surfaces de toiture importantes. On va faire du solaire, faire de l'électricité, mais l'électricité, c'est pas pour la revendre à EDF. L'électricité, c'est pour diminuer en fait notre consommation d'énergie. Et aujourd'hui, donc, on a mis des panneaux solaires sur un certain nombre de bâtiments chez nous, et on a 15% de notre énergie qui est autoconsommée. Donc on autoproduit notre consommation d'électricité. Ça marche plutôt bien. Et donc comme ça marche plutôt bien, on s'est dit, comme on a encore des surfaces de toiture, on va essayer d'augmenter ça d'ici 1 an et demi, pour arriver à terme à avoir à peu près la moitié de notre consommation d'électricité qui proviennent du solaire. Donc l'idée, c'est pas de remettre de l'électricité dans le réseau d'EDF, mais c'est comment on peut diminuer notre consommation d'énergie. Et puis il y a une dernière chose sur laquelle on est en train de travailler aussi, qui là est quelque chose d'assez innovant, c'est que pour pouvoir stériliser les produits, donc nos produits se conservent pendant 1 an quand vous les consommez, vous les achetez, vous consommez pendant 1 an, il faut les chauffer de manière à stériliser et en fait tuer les microbes. Pour stériliser, pour chauffer, il nous faut de la vapeur. Cette vapeur, aujourd'hui, elle est faite avec une chaudière qui utilise du fioul. Et notre idée, plutôt que d'utiliser du fioul sur une chaudière, c'est d'avoir des panneaux d'eau chaude, un petit peu comme vous avez de l'eau chaude chez vous. Sauf que là, c'est de l'eau chaude qui va monter à 98 degrés. Et en fait, cette eau chaude va directement sur nos produits. Donc elle est à 98 degrés. Et pour arriver à la température nécessaire de stérilisation, on n'aura plus besoin que d'un petit appoint de vapeur. Ce qui veut donc dire que la chaudière va marcher de manière beaucoup moins intense qu'elle ne marche aujourd'hui, et on devrait diminuer de l'ordre de 40% à peu près nos consommations de fuel, de gasoil. Donc tout ça, c'est pas forcément moi qui ai eu les idées, mais j'ai été entouré de gens assez extraordinaires, ou de jeunes, qui m'ont amené à réfléchir de manière un peu différente, et de se dire, finalement, cette usine,
Est-ce qu'on ne peut pas montrer, au-delà d'être un industriel, de fabriquer des jus et des confitures, mais qu'on peut le faire en respectant tout ce qui nous entoure? Et c'était vraiment, alors là on reparle encore de ce qu'on voudrait montrer, nous, dimanche prochain, c'est de montrer comment on l'a fait, de montrer nos oiseaux du paradis qui font notre épuration, de montrer les panneaux solaires tels qu'ils fonctionnent. On a des intervenants qui vont être là, comme le Carbet des Sciences, par exemple, qui vont parler de tout ce qui est gestion des déchets, de tout ce qui est respect de l'environnement. Et nous, on va en même temps montrer au grand public comment on a fait évoluer en fait l'entreprise sur les 10 dernières années pour aller vers cet esprit de respecter de plus en plus l'environnement. On peut même dire de cet esprit d'usine responsable, si on peut employer un terme. Je pense que, moi, idéalement, j'aimerais bien un jour me dire, mais pour fabriquer du jus et de la confiture, je n'ai plus besoin d'eau, j'ai plus besoin d'électricité, je n'ai plus besoin de fuel, tout m'est donné par le renouvelable. Alors, tant qu'on n'a pas trouvé un moyen de stocker de l'électricité ou de stocker l'énergie, c'est un petit peu compliqué. Mais si on peut arriver déjà à avoir la moitié de notre consommation d'énergie qui est faite avec du renouvelable, ben je serais déjà très très content. Eh bien, c'est bien riche tout ça. Donc, on a chez Royal ou chez Denel, selon le secteur d'où on vient, on a de l'agriculture, on a de l'industrie. Oui. Est-ce qu'il y aura une suite? Oui, alors quand on fait de l'agriculture et quand on fait de l'industrie, nous on a trouvé qu'il était important d'être le plus transparent possible vis-à-vis du public. Alors ce public, ça peut être les consommateurs de nos produits, ça peut être des associations, ça peut être des écoles, ça peut être des touristes. Et donc d'un peu dans l'idée de ce que les gens ont fait pour le rhum, nous on s'est dit on va faire la même chose autour des fruits tropicaux. Et on a commencé il y a quelques années à ouvrir le site au tourisme. Et donc, l'idée sur les 2-3 années qui viennent, ça va être d'accentuer encore notre ouverture vers les autres pour montrer au travers de projets touristiques ce qui se passe sur le site. Donc, on aura à terme un pôle agricole, un pôle industriel et un pôle agrotouristique. Bien, très bien, beau projet. Voilà. Donc, venons-en au sujet phare, c'est-à-dire la journée porte ouverte. Donc, c'est dimanche 30. Donc, on est bien à l'usine Denel. Donc de 9h à 17h, donc c'est une journée qui est placée sous la convivialité. Donc on peut y aller en famille. Tout à fait, c'est gratuit, il faut préciser ça. L'entrée est libre. L'entrée est libre. L'entrée est libre. Alors, elle est organisée de manière conjointe avec la mairie du Gros Morne, puisqu'on a en fait une marche qui va partir à 7h de l'usine. Donc, pour les plus sportifs, ils peuvent arriver à 7h. Et donc, de 7h à 7h30 à peu près, on va se préparer. Ils vont partir. Et en fait, la marche va revenir à Denel aux alentours de 10h. Et donc là, les marcheurs pourront rencontrer les visiteurs. D'accord. C'est une petite marche de 12 km, c'est ça? 12 km, à travers le Gros Morne. C'est pas bien méchant. Et ça se termine à travers les champs de l'usine avec panorama sur la percée de la Caravelle, des choses qui sont magnifiques à voir. Donc départ de l'usine, départ de l'usine à 7h. Et retour à l'usine. Retour à l'usine à travers tous les champs de goyaves de Denel, tous les champs de prunes de Citerre, etc. Donc là, les gens vont pouvoir, à la limite, alors qu'ils n'en prennent pas trop, mais grignoter quelques goyaves sur leur chemin. Une fois qu'on est là, 9h, on va ouvrir au grand public. Très bien. Et on va ouvrir au grand public de 9h jusqu'à 17h. Non-stop. Non-stop, voilà. Alors, ce qu'il faut qu'on précise quand même, c'est qu'on a appris puisque c'est la 3e fois que ça se passe, donc on a appris des difficultés qu'on a connues la dernière fois, avec notamment les difficultés de parking. Donc, on va délester les parkings sur le stade du Gros Morne, sur le collège du Gros Morne. On va avoir des navettes qui vont être mises à disposition. À partir de 10h, à partir de 10h, c'est ça. La RN4 qui va de Gros Morne à Trinité va être mise en sens unique. Donc, si vous arrivez de Trinité, vous allez devoir contourner pour revenir dans l'autre sens, parce qu'on a vu un certain nombre de soucis la dernière fois avec des gens qui étaient garés de part et d'autre de la route et qui rendaient difficile la circulation dans les deux sens. Donc on va essayer de faire en sorte de fluidifier au maximum les choses, parce que beaucoup de gens sur les dernières éditions étaient arrivés, s'étaient dit oh là là, il y a trop d'attentes, il y a trop d'embouteillages, on n'y arrive pas. Donc on va essayer déjà de gérer ça. Et après, une fois que les gens auront réussi à rentrer sur le site. Donc on pourra rentrer par 2 entrées. Là aussi, on n'avait qu'une seule entrée la dernière fois. Là, on va avoir 2 entrées à chaque bout de la ligne droite pour entrer sur le site. Il va y avoir des activités de manière régulière. On va avoir des ateliers. On va avoir aussi la possibilité de s'amuser, la possibilité de déguster et d'acheter des produits et la possibilité de se restaurer.
Alors j'ai vu aussi qu'il y a une visite des vergers à pied ou en petit train. Oui, alors pour faire en sorte que on va faire payer sur le petit train, mais pour un prix modique. L'idée pour nous c'est pas de gagner de l'argent avec ça, mais c'est voilà, comme le petit train, les visites durent à peu près 10 minutes, il y aura un prix modique comment dirais-je de visite en petit train, ce qui permet aussi de fluidifier un petit peu si on aurait eu beaucoup trop de monde. Donc on aura la possibilité d'aller visiter donc en petit train. On aura aussi la possibilité de participer à des visites guidées, celles-là qui se font à pied, donc qui passent dans d'autres vergers que ceux que font le petit train, parce qu'on ne voulait pas que les flux se croisent. Mais l'idée, c'est aussi qu'on arrive après dans l'usine et que les visites guidées continuent dans l'usine et que les gens dans l'usine voient les salles de production de jus, de confiture. Très bien. Un programme riche alors, donc on peut avoir tous les renseignements sur la page Facebook Jus et Confiture Royale officielle et puis Fruits en Fête. C'est ça, tout à fait. Ça marche. Merci beaucoup Monsieur Vourges pour cet échange. Merci, puis j'espère qu'on vous verra dimanche. Bien sûr que je serai là dimanche, quelle question. Merci Ositata, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et puis quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.